2 agentes de la DEA ont disparu dans l'État de Washington alors qu'elles enquêtaient sur un trafic transfrontalier, leur dernière position connue demeurant un mystère pendant 8 longues années. Puis une équipe minière explorant un réseau de grottes repère des preuves de la présence des agentes disparues dans une chambre inondée. Une découverte qui a prouvé que tout le monde s'était complètement trompé sur leur disparition. La sonnerie stridente perça le sommeil de Marcus Rivera à exactement 8 heures du matin, l'arrachant à des rêves devenus de plus en plus agités au cours des 8 dernières années. Sa main tâtonna sur la table de nuit de son appartement à Seattle, renversant un verre d'eau à moitié vide avant de trouver son téléphone. L'identifiant affichait le nom de sa supérieure des opérations internationales de la DEA. La directrice Patricia Thornton n'appelait jamais aussitôt, à moins que quelque chose d'important ne se soit produit. « Rivera ?» répondit-il, la voix encore épaisse de sommeil. « Marcus, j'ai besoin que tu t'assoies si ce n'est pas déjà fait. » La voix de la directrice Thornton portait une gravité inhabituelle qui dissipa immédiatement le brouillard de son esprit. « Nous avons du nouveau dans l'affaire d'Elena. » Le nom de sa sœur le frappa comme un coup physique. 8 ans de questions sans réponse, 8 ans à se demander si elle était morte ou vivante, 8 ans de culpabilité pour ne pas avoir été là quand elle avait le plus besoin de lui. Marcus serra le téléphone plus fort, ses articulations blanchissant contre l'étui noir. Carl Hendricks et son équipe minière effectuaient des relevés minéraux de routine dans un système de puits abandonné près de la frontière canadienne. Poursuivit Thornton. Ils ont découvert un Ford F-150 blanc à travers une ouverture naturelle dans le plafond de la grotte. Marcus, le numéro VIN correspond au véhicule disparu d'Elena. La pièce sembla basculer. Marcus se força à respirer, à assimiler ce qu'il entendait. Le camion, c'est bien le leur? La vérification sur le terrain le confirme. Le véhicule semble être tombé ou avoir été poussé à travers l'ouverture au-dessus, atterrissant dans une caverne partiellement inondée en dessous. Je t'envoie les coordonnées maintenant. La police scientifique est déjà sur place, mais je voulais que tu la prennes de moi d'abord. Marcus enfilait déjà ses vêtements, le téléphone coincé entre son épaule et son oreille. Depuis combien de temps est-il là-bas? Y a-t-il des signes de... Il ne put terminer sa phrase. « C'est l'un des aspects préoccupants », dit prudemment Thornton. Bien qu'il soit supposément immergé depuis 8 ans, le rapport préliminaire indique une rouille et des dégâts d'eau étonnamment minimes. Le chef de l'équipe médico-légale pense qu'il aurait pu être placé là beaucoup plus récemment que la date de disparition initiale. Ces implications firent frissonner Marcus. Si le camion avait été déplacé récemment, cela signifiait que quelqu'un avait couvert ses traces toutes ces années. Quelqu'un qui pourrait encore être là-bas. Il jeta sa veste de la DEA par-dessus son holster d'épaule, attrapant ses identifiants et ses clés de voiture. « J'y vais maintenant. Marcus, je sais que c'est personnel, mais tu dois maintenir une distance professionnelle. Nous traitons cela comme une scène de crime potentiel, pas seulement comme une opération de récupération. » Compris. Mais ils savaient tous deux qu'ils mentaient. Rien concernant la disparition d'Elena ne pourrait jamais être simplement professionnel pour lui. Le trajet vers le nord le conduisit à travers des forêts de plus en plus denses de Washington, l'étalement urbain de Seattle cédant la place à des conifères imposants et des routes sinueuses de montagne. Marcus avait parcouru cet itinéraire d'innombrables fois dans les mois suivant la disparition d'Elena et de sa partenaire Sarah Collins, suivant chaque piste, vérifiant chaque signalement. Elles enquêtaient sur des routes de contrebande présumées le long de la frontière, se concentrant sur les couloirs utilisés pour déplacer drogue et personnes entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington. Leur dernier enregistrement avait été routinier, juste une autre opération de surveillance dans une carrière qui en comptait beaucoup. Le GPS le conduisit vers une route d'accès en gravier qui n'existait pas 8 ans auparavant, probablement tracée par la compagnie minière pour leurs travaux d'exploration. Des cônes orange et des véhicules de la DEA marquèrent le centre de commandement improvisé établi à l'entrée de la grotte. La scène bourdonnait d'activité, des équipes médico-légales en combinaison blanche, des forces de l'ordre local maintenant un périmètre, et l'efficacité lugubre de professionnels qui traitaient régulièrement avec la mort. Marcus se gara et s'approcha de la responsable médico-légale, une femme dans la cinquantaine aux yeux perçants derrière des lunettes de sécurité. Elle se présenta comme docteur Sarah Lindstrom. « Agent Rivera, on m'avait dit de vous attendre, dit-elle, sa voix portant un mélange de professionnalisme et de sympathie. Je veux vous préparer à ce que nous avons trouvé. » Ils marchèrent vers une tente qui avait été érigée près de l'entrée de la grotte, passant devant des marqueurs de preuves et du matériel photographique. À l'intérieur, 3 housses mortuaires reposaient sur des tables d'examen, chacune étiquetée avec des numéros d'identification préliminaires. « Nous avons récupéré 3 corps dans la grotte jusqu'à présent », expliqua Dr Lindstrom. En utilisant les procédures d'identification sur le terrain, nous avons confirmé qu'une victime est l'agent Sarah Collins grâce au dossier dentaire et à son badge de la DEA qui était encore sur elle. Marcus sentit sa gorge se serrer.
Sarah avait été la partenaire d'Elena pendant 3 ans, une agente décorée avec une jeune fille mise à la maison. Cause du décès? Dr Lindstrom le conduisit vers un ordinateur portable montrant des radiographies numériques. C'est là que cela devient clairement criminel. L'agent Collins présente des signes de traumatisme contondant au crâne, des blessures incompatibles avec un accident de véhicule ou une chute. Le schéma suggère des coups délibérés avec un objet lourd. Cela fait basculer toute notre enquête de disparition à homicide. Les 2 autres corps, tous 2 féminins, significativement décomposés. Pas de correspondance dans les bases de données des personnes disparues pour l'instant. Nous effectuons des tests ADN et vérifions également auprès des autorités canadiennes. Elle fit une pause, étudiant le visage de Marcus. Agent Rivera, je dois être clair sur un point. Nous avons minutieusement fouillé le véhicule et la zone immédiate de la grotte. Le corps de l'agent Elena Rivera ne figure pas parmi ceux que nous avons récupérés. Ces mots le frappèrent avec un mélange de soulagement et d'appréhension renouvelée. Si Elena n'était pas dans la grotte avec Sarah et le camion, que lui était-il arrivé? S'était-elle échappée initialement pour rencontrer sa fin ailleurs? Ou, et cette pensée le glaçait plus que tout autre, avait-elle été emmenée vivante? Dr Lindstrom lui montra le camion à travers l'ouverture de la grotte, utilisant de puissants projecteurs pour éclairer la caverne en contrebas. Le F-150 blanc était partiellement immergé, ses marquages DEA encore visibles malgré l'eau trouble. Le voir ramena des souvenirs d'Elena montrant fièrement son nouveau véhicule assigné, plaisantant sur le fait d'avoir enfin un camion capable de gérer le terrain accidenté des patrouilles frontalières. Les dégâts d'eau minimes sont déroutants, poursuivit Dr Lindstrom. Ce système de grotte s'inonde de façon saisonnière. Si le camion avait été ici 8 ans, nous nous attendrions à une détérioration beaucoup plus importante. Notre évaluation préliminaire suggère qu'il est là depuis 6 mois tout au plus. Marcus parcourut le manifeste de récupération une fois de plus, espérant avoir manqué quelque chose, que le nom d'Elena apparaîtrait quelque part sur la liste. Mais elle restait absente, un fantôme qui n'avait laissé derrière elle que des questions et le corps d'une partenaire comme preuve de violence. Nous élargissons la grille de recherche, l'assura Dr Lindstrom. S'il y a d'autres restes dans des systèmes de grottes connectés, nous les trouverons. Mais Marcus savait, après 8 ans de recherche, que certaines personnes ne voulaient pas être trouvées, et certains secrets valaient la peine de tuer pour les garder enterrés. Il fixa l'ouverture de la grotte, se demandant si Elena avait regardé à travers ce même puits de lumière dans ses derniers moments, ou si son histoire s'était poursuivie au-delà de ce trou sombre dans la terre. Quoi qu'il en soit, le meurtre de Sarah Collins prouvait une chose. Sa sœur et sa partenaire ne s'étaient pas simplement perdues ou n'avaient pas eu d'accident. Elles avaient été ciblées et leur tueur avait fait de grands efforts pour cacher les preuves. Le motel Cascade Ridge se dressait comme une relique d'une autre époque, son enseigne au néon défraîchi clignotant par intermittence dans la lumière grise de l'après-midi. Marcus se gara dans le parking en gravier juste après-midi, son corps lourd d'une fatigue qui dépassait l'épuisement physique. Le poids émotionnel de voir le corps de Sarah Collins, de confronter la réalité violente de ce qui était arrivé à la partenaire de sa sœur, pesait sur lui comme un poids physique. La directrice Thornton avait été ferme au téléphone. « Prends la période de repos obligatoire, Marcus. 4 heures minimum, ce n'est pas une demande. » Le protocole de la DEA existait pour une raison. Les agents émotionnellement compromis commettaient des erreurs, manquaient des détails cruciaux, se faisaient tuer ou faisaient tuer d'autres personnes. Il savait qu'elle avait raison, mais chaque moment loin de l'enquête lui semblait être une trahison envers la mémoire d'Elena. La chambre du motel sentait le nettoyant industriel et la vieille moquette, une combinaison qui rendait l'espace encore plus isolé. Marcus posa son arme de service sur la table de nuit avec une précision soignée, suivie de la pile de dossiers qu'il avait pris dans son véhicule. 8 ans de rapports, de témoignages et de pistes sans issue qu'il avait lus tant de fois qu'il pouvait les réciter de mémoire. Ses mains tremblaient alors qu'il dévissait le bouchon d'une bouteille d'eau. Le tremblement n'avait rien à voir avec l'air frais de la montagne ou le manque de nourriture, c'était un pur crash d'adrénaline mêlé de chagrin. Voir ce camion dans la grotte, savoir que Sarah était morte violemment, tandis qu'Elena restait portée disparue, avait brisé le petit réconfort qu'il s'était construit autour de l'incertitude. Pendant 8 ans, il avait pu se dire qu'elles avaient peut-être simplement disparu, commencé de nouvelles vies quelque part. Maintenant, cette illusion était impossible. Il venait juste d'enlever sa veste, la suspendant sur la chaise près de la fenêtre, quand un coup ferme interrompit sa solitude. 3 coups mesurés, autoritaires, officiels. Par le Judas, il vit un officier en uniforme, grand et large d'épaules, avec des cheveux grisonnants visibles sous son chapeau de campagne. Marcus ouvrit la porte, gardant son corps positionné pour bloquer la vue de son arme sur la table de nuit. « Je peux vous aider ? Agent Rivera ? Je suis le shérif Wade Thompson, comté de Cascade. » L'homme tendit une grande main, sa poigne ferme, mais légèrement moite. « Je m'excuse pour l'intrusion, mais j'ai une affaire urgente concernant le dossier de votre sœur. »
L'uniforme du shérif était impeccable, son badge poli, tout dans son apparence suggérait une compétence professionnelle. Pourtant, quelque chose dans ses yeux bleu pâle semblait étrange, une nervosité qui ne correspondait pas à son allure autoritaire. « Entrez, shérif !» Marcus s'écarta, remarquant comment le regard de Thompson balaya immédiatement la pièce, s'attardant sur les dossiers et l'arme. Thompson retira son chapeau, révélant une ligne de cheveux reculante sombre de transpiration malgré la fraîcheur d'octobre. « J'irai droit au but. J'ai un informateur confidentiel qui prétend avoir des informations sur l'agent Rivera. Elena, je veux dire, votre sœur. » Le pouls de Marcus s'accéléra. « Quel genre d'informations ?» C'est là que ça se complique. Thompson déplaça son poids, sa main se dirigeant inconsciemment vers son arme de service avant de retomber à son côté. Cette personne a eu quelques expériences négatives avec les agences fédérales. Elle a spécifiquement demandé à ne parler qu'à un membre de la famille d'Elena, pas dans le cadre officiel de la DEA. Elle est craintive, prête à fuir au premier signe d'une enquête formelle. Où est cet informateur maintenant? C'est pour ça que je suis ici. Elle est prête à vous rencontrer, mais seulement dans un lieu de son choix, quelque part de privé, loin de toute surveillance potentielle. Le téléphone de Thompson vibra et il y jeta un coup d'œil rapide avant de continuer. Je sais que c'est irrégulier, mais étant donné la valeur potentielle de l'information, Marcus étudia attentivement le shérif. Qu'est-ce que cet informateur vous a exactement dit? Pourquoi se manifester maintenant, après 8 ans? La découverte dans la grotte fait parler les gens, dit Thompson, ses mots venant plus rapidement maintenant. Les vieux secrets ont tendance à refaire surface quand des corps commencent à apparaître. Écoutez, je comprends votre scepticisme, mais j'ai participé aux recherches initiales. Je veux des réponses autant que vous. J'apprécie cela, shérif. Dites-moi quelles preuves ont été récupérées aujourd'hui. Je n'y étais que brièvement. Thompson se pencha en avant, son intérêt s'aiguisant. C'est ce que j'espérais que vous pourriez me dire. Mon département a été tenu à l'écart, juridiction fédérale et tout ça. Les 3 corps ont-ils tous été identifiés? Des effets personnels récupérés? 2 des victimes restent non identifiées. Sarah Collins a été confirmée grâce au dossier dentaire. Et le véhicule? Insista Thompson. J'ai entendu dire qu'il était étonnamment bien conservé. L'équipe médico-légale a dû mentionner leurs estimations de chronologie. Des sonnettes d'alarme retentirent dans l'esprit de Marcus. Les questions du shérif étaient trop spécifiques, trop centrées sur les détails des preuves plutôt que sur les victimes. Ils traitent encore la scène. Pourquoi demandez-vous ça? J'essaie juste de comprendre l'ensemble de la situation. Thompson essuya son front avec le dos de sa main. Et Elena? Était-elle? Son corps était-il parmi ceux récupérés? C'était là, un éclair de quelque chose dans les yeux de Thompson quand Marcus secoua la tête. Du soulagement, cela apparut et disparut si rapidement que Marcus douta presque de l'avoir vu. Non, Elena n'était pas dans la grotte. Marcus garda sa voix neutre, observant la réaction du shérif. C'est, Thompson fit une pause, se ressaisissant visiblement. Eh bien, cela laisse l'espoir qu'elle ait pu survivre à l'incident initial. Raison de plus pour rencontrer mon informateur. Dites-moi, shérif, l'équipe médico-légale va-t-elle élargir ses recherches, faire venir des ressources supplémentaires comme un radar à pénétration de sol? La réponse de Thompson vint trop rapidement, trop détaillée. La procédure standard impliquerait une expansion systématique de la grille, des chiens cadavres, des unités GPR pour la zone environnante. La DEA demandera probablement des drones à imagerie thermique, vérifiera les sources d'eau à proximité, examinera les pistes de gibier pour trouver des preuves de restes déplacés par des animaux. Ils voudront fouiller au moins un rayon de 8 km autour de la scène principale. Marcus hocha lentement la tête. Peu de shérifs de comté pourraient décrire les procédures d'enquête fédérale avec une telle précision. Vous semblez très familier avec les protocoles d'enquête fédérale. J'ai déjà travaillé avec votre agence, dit Thompson, mais ses yeux se détournèrent. Des problèmes de juridiction transfrontalière principalement. Nous devons coordonner les ressources, nous assurer que nous ne dupliquons pas les efforts. Bien sûr, Marcus se leva, un signal clair que la conversation se terminait. Je devrais d'abord autoriser toute réunion avec ma supérieure. Le temps est un facteur ici, insista Thompson, se levant également. Mon informateur n'attendra pas longtemps. Cette personne a peur, agent Rivera. Quoi qu'elle sache, ça l'a fait regarder par-dessus son épaule pendant 8 ans. Donnez-moi 2 heures. Je vous contacterai par les canaux officiels. La mâchoire de Thompson se crispa, mais il acquiesça. 2 heures. Après cela, je ne peux pas garantir qu'elle sera encore disposée à parler. Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Agent Rivera, je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. J'avais aussi une sœur, morte dans un accident de voiture à 23 ans. Ne pas savoir, ce serait encore pire. Ces mots sonnaient creux, une performance qui n'atteignait pas tout à fait les yeux de Thompson. Marcus maintint son expression de gratitude jusqu'à ce que la porte se ferme, puis se déplaça immédiatement vers la fenêtre. Il observe Thompson s'asseoir dans sa voiture de patrouille pendant plusieurs minutes, semblant passer un appel téléphonique animé avant de finalement s'éloigner.
Tous les instincts que Marcus avait développés en 15 ans à la DEA criaient au danger. Les questions spécifiques de Thompson, sa connaissance détaillée, l'apparition opportune d'un informateur quelques heures seulement après la découverte des corps, tout formait un schéma trop suspect pour être ignoré. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'une chance que le shérif ait de vraies informations sur Elena, Marcus ne pouvait pas l'écarter complètement. Il prit son téléphone pour appeler la directrice Thornton, puis hésita. Les canaux officiels signifiaient des réponses officielles, et Thompson serait immédiatement informé de toute enquête fédérale. Si le shérif était impliqué d'une manière ou d'une autre, l'alerter ne ferait que lui donner le temps de couvrir ses traces. Marcus récupéra son arme de service, vérifiant le chargeur avant de la remettre dans son étui. Quelle que soit la véritable intention de Thompson, une chose était claire, le shérif en savait plus sur la disparition d'Elena que n'importe quel représentant local de la loi non impliqué. Et son soulagement, à peine dissimulé en apprenant que le corps d'Elena n'était pas dans la grotte, suggérait que cette connaissance valait la peine d'être protégée. Le bureau de terrain de la DEA occupait le 15e étage d'un bâtiment fédéral au centre-ville de Seattle. Ses fenêtres, offrant une vue panoramique sur Elliott Bay que Marcus remarqua à peine en passant le contrôle de sécurité à 14 heures. Son esprit bouillonnait avec les implications de la visite de Thompson, rejouant chaque micro-expression, chaque question trop spécifique, chaque moment de soulagement à peine dissimulé quand il avait appris que le corps d'Elena n'avait pas été trouvé. La salle des archives bourdonnait du bruit blanc des systèmes de climatisation conçus pour préserver des décennies de dossiers. Marcus consulta d'abord les dossiers numériques, ses doigts volant sur le clavier alors qu'il accédait au rapport initial de personnes disparues. Celui qu'il avait lui-même déposé 8 ans plus tôt quand Elena n'avait pas donné signe de vie après 48 heures. Lire ses propres mots raviva la panique brute de ses premiers jours, le passage progressif de l'inquiétude au désespoir à mesure que les heures devenaient des jours puis des semaines. Mais c'étaient les contributions de Thompson à l'enquête qui attiraient maintenant son attention. Le shérif avait déposé son premier rapport à 7h23 le matin suivant la disparition d'Elena et Sarah. Remarquablement détaillé pour quelqu'un qui prétendait avoir été hors service la nuit précédente. Marcus relut l'évaluation de Thompson avec un regard neuf, ses soupçons se cristallisant à chaque paragraphe. Sur la base de ma connaissance approfondie du terrain local, avait écrit Thompson, je recommande de concentrer les efforts de recherche sur les secteurs suivants. Ce qui suivait était une grille de recherche soigneusement construite qui, Marcus le réalisait maintenant, créait un corridor de territoire non fouillé le long de la frontière canadienne. Thompson avait justifié chaque exclusion avec des explications qui semblaient raisonnables. Cette zone était trop escarpée pour l'accès des véhicules, cette section s'inondait de façon saisonnière, une autre zone était une propriété privée clôturée avec une sécurité qui aurait signalé toute intrusion. Marcus examina les images satellites d'il y a 8 ans, les comparant aux recommandations de Thompson. Le terrain impraticable montrait des preuves claires de sentiers. Les sections inondées étaient complètement sèches sur les images de cet octobre-là et la propriété privée sécurisée semblait être des structures abandonnées sans clôture visible ni mesure de sécurité. Il creusa plus profondément dans les fichiers supplémentaires, trouvant un rapport qui lui glaça le sang. James Carver, un garde-chasse avec 30 ans d'expérience dans ces bois, avait déposé une évaluation contradictoire seulement 2 jours après celle de Thompson. Carver avait noté des chemins bien établis à travers les secteurs 7 et 9. Exactement les zones que Thompson avait déclarées impraticables. Le garde avait même mentionné des traces récentes de véhicules incompatibles avec les opérations forestières, près du système de grotte. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, le rapport de Carver avait été enterré dans des fichiers supplémentaires, jamais intégrés à l'enquête principale. Les doigts de Marcus volaient sur le clavier, consultant les bases de données des personnes disparues pour le comté de Cascade et les juridictions environnantes. Il définit des paramètres pour la dernière décennie, se concentrant sur les zones de patrouille de Thompson. Les résultats le firent se renverser dans son fauteuil, un frisson parcourant son échine. 17 cas de disparition le long des routes de patrouille régulières de Thompson. La moyenne de l'État pour des zones rurales similaires était de 4 à 5 sur la même période. Les victimes montraient un schéma inquiétant. Principalement des jeunes femmes, beaucoup d'entre elles immigrantes ou voyageant seules, des personnes dont les disparitions pourraient ne pas déclencher immédiatement des recherches à grande échelle. Maria González, 28 ans, immigrante sans papier, vue pour la dernière fois faisant de l'autostop près de la frontière. Ashley Chen, 19 ans, étudiante universitaire dont la voiture était tombée en panne sur l'autoroute 20. Natasha Volkov, 24 ans, touriste russe, qui avait disparu lors d'une randonnée en solitaire. Cas après cas, tous portant la signature d'évaluation de Thompson. Disparition probablement volontaire. Franchissement probable de la frontière pour éviter les contrôles d'immigration. Aucune preuve d'acte criminel.
Le shérif avait efficacement fermé la porte à des enquêtes plus approfondies avec ses rapports autoritaires, et les complexités juridictionnelles signifiaient que les agences fédérales remettaient rarement en question les évaluations des forces de l'ordre locales. Marcus accéda à la base de données partagée des forces de l'ordre, utilisant ses accréditations fédérales pour consulter les journaux de service de Thompson d'octobre, 8 ans plus tôt. Le registre officiel montrait des patrouilles de routine, rien d'extraordinaire. Mais quand Marcus recroisa avec les reçus de carburant du parc automobile du comté, une disparité flagrante émergea. Les patrouilles consignées de Thompson auraient dû consommer environ 130 km d'essence. Les reçus montraient qu'il avait brûlé assez d'essence pour 385 km, le triple de la distance. Où Thompson avait-il conduit cette nuit-là? La réponse vint d'une source inattendue. Enfoui dans les fichiers supplémentaires de l'enquête originale, Marcus trouva des données brutes d'antennes relais qui avaient été collectées mais apparemment jamais analysées. Dans le chaos d'une opération de recherche multi-agence, il semblait que personne n'avait pensé à vérifier où le téléphone de Thompson avait borné. Marcus passa les données par un logiciel de cartographie, regardant les mouvements de Thompson peindre un tableau accablant. À 23h47, environ 2 heures après le dernier enregistrement d'Helena, le téléphone de Thompson avait borné près du système de grotte. La même grotte où le camion venait d'être trouvé. Il était resté dans cette zone pendant plus d'1 heure, son téléphone se connectant aux antennes dans un schéma cohérent avec quelqu'un se déplaçant autour de l'endroit, pas seulement en traversant. Puis, à 2h15 du matin, les signaux le montraient se dirigeant vers le nord en direction de la frontière canadienne avant de finalement retourner en ville. Le shérif avait été sur la scène du crime la nuit où Helena et Sarah avaient disparu. Il y avait passé un temps considérable, des heures avant qu'un rapport de personnes disparues ne soit déposé, avant que quiconque, à l'exception de leur tueur, ne sache que quelque chose n'allait pas. Marcus sentit le poids des preuves s'installer sur ses épaules. Un shérif corrompu, stratégiquement positionné pour faciliter les opérations de contrebande, dissimulant systématiquement des disparitions, très probablement impliqué dans le meurtre de 2 agents fédéraux. Mais savoir et prouver étaient 2 choses différentes, surtout lorsqu'il s'agissait d'accuser un collègue des forces de l'ordre. Il comprit avec une clarté cristalline pourquoi il ne pouvait pas encore signaler cela par les canaux officiels. La communauté des forces de l'ordre était étroitement interconnectée. Toute enquête sur Thompson déclencherait des alertes immédiates dans le système. Le shérif saurait en quelques minutes qu'il faisait l'objet d'une enquête. Les preuves disparaîtraient, les témoins s'évanouiraient ou se rétracteraient, et toute chance de découvrir ce qui était vraiment arrivé à Helena s'évaporerait. Marcus commença à copier méthodiquement des fichiers sur un disque dur externe crypté. Des registres financiers montrant que Thompson vivait bien au-delà du salaire d'un shérif de comté. Des actes de propriété indiquant qu'il possédait 3 maisons locatives et un bateau, tous achetés en espèces au cours des 6 dernières années. Des registres de voyage montrant de fréquents voyages à Vancouver et Seattle, revenant toujours par des passages frontaliers éloignés plutôt que par des points d'entrée officiels. L'image qui émergeait était celle d'un homme corrompu depuis des années qui avait transformé sa position en une entreprise lucrative bâtie sur la misère humaine. Mais était-il passé de la facilitation de la contrebande au meurtre? Helena et Sarah avaient-elles découvert son opération, le forçant à les éliminer? Marcus enregistra les derniers fichiers alors que son téléphone vibrait. Thompson, envoyant un message de son numéro personnel, « L'informateur a accepté de vous rencontrer. 16h, ancien moulin de Brackenridge sur la route forestière 47. Venez seul ou il ne se montrera pas. » L'endroit était parfait pour une embuscade, isolé, avec une seule route d'accès, pas de couverture réseau. Si Thompson voulait éliminer un agent fédéral qui se rapprochait trop de la vérité, il n'aurait pu choisir mieux. Mais c'était aussi exactement le genre d'endroit où Helena aurait pu être détenue, aurait pu mourir, pourrait encore attendre d'être retrouvée. Marcus ferma les fichiers et mit le disque crypté dans sa poche. Il avait 4 éléments de preuve accablants. La présence de Thompson sur la scène du crime, sa mauvaise orientation systématique des efforts de recherche, le schéma des disparitions dans sa juridiction et sa richesse inexplicable. Ce n'était pas suffisant pour une condamnation, peut-être même pas pour une arrestation, mais c'était suffisant pour savoir qu'il avait affaire à un tueur. La question maintenant était de savoir s'il pouvait utiliser cette connaissance pour trouver Helena sans devenir la prochaine victime de Thompson. Les formalités au parc automobile de la DEA prirent moins de 5 minutes, mais pour Marcus, chaque seconde semblait une éternité. Il sélectionna une Honda Accord, grise, avec des vitres teintées et des plaques civiles. Le genre de véhicule qui se fondrait dans la circulation sans attirer l'attention. Ses mains restèrent stables alors qu'il signait le formulaire de sortie, mais son esprit courait avec les implications de ce qu'il avait découvert dans les archives. À 15h25, Marcus se positionna en face du bureau du shérif du comté de Cascade.
Moteur en marche, climatisation au minimum pour éviter que les vitres ne s'embuent. Il avait changé pour des vêtements civils, jeans, une veste des marineurs et une casquette de baseball qui ombrageait son visage. Le disque crypté avec les fichiers de Thompson se trouvait dans sa poche intérieure, une assurance numérique qu'il espérait ne pas avoir à utiliser. Thompson sortit du bâtiment à 15h32, son langage corporel différent de l'énergie nerveuse qu'il avait affichée au motel. Maintenant, il se déplaçait avec détermination, scrutant le parking avec le balayage exercé de quelqu'un qui s'attendait à être sous surveillance. Marcus laissa 2 voitures sortir avant de suivre, maintenant un tampon de 3 véhicules tandis qu'il naviguait à travers la ville. La voiture de patrouille du shérif tourna vers le nord sur l'autoroute 20, puis divergea rapidement sur une série de routes forestières de plus en plus isolées. Les soupçons de Marcus se concrétisèrent alors que Thompson exécutait un itinéraire classique de détection de surveillance, virages inutiles, variations de vitesse, s'arrêtant sur l'accotement pour forcer les véhicules suiveurs à passer. 2 fois, Marcus dut prendre des routes parallèles, utilisant sa connaissance du terrain pour prédire l'itinéraire de Thompson et reprendre le contact visuel. La danse continua pendant 20 minutes, la voiture de patrouille de Thompson soulevant des nuages de poussière sur les routes en gravier qui forçaient Marcus à rester encore plus en retrait. Le shérif se dirigeait vers la frontière canadienne dans la même nature sauvage où Helena et Sarah avaient disparu. Des peuplements denses de Douglas et de Pruche de l'Ouest se pressaient près de la route, leurs ombres créant un crépuscule prématuré sous la canopée. Thompson tourna finalement sur une route d'accès défoncée, marquée seulement par une chaîne rouillée qui avait été récemment coupée. Marcus ne pouvait pas suivre sans être repéré. Alors il continua trouvant un refuge dissimulé à 400 mètres plus loin. Il prit ses jumelles et son téléphone, puis se déplaça à travers la forêt à pied, utilisant des pistes de gibier pour revenir vers la destination de Thompson. Les arbres s'ouvraient sur une clairière dominée par les restes squelettiques de la scierie Brackenridge, abandonnée depuis les controverses de la chouette tachetée dans les années 990, mais le site montrait des signes d'activité récente, des traces fraîches de pneus sillonnaient la terre compactée, de nouveaux cadenas brillaient sur la barrière et des caméras de sécurité avaient été montées sur des poteaux. Quelqu'un avait réaffecté cet endroit isolé pour des activités qui nécessitaient de l'intimité. Marcus trouva une position surélevée derrière un cèdre massif tombé, le camouflage naturel offrant une ligne de vue dégagée tout en le gardant dissimulé. À travers ses jumelles, il observa Thompson se garer près d'un groupe de véhicules, 2 camionnettes et une camionnette avec des plaques de Colombie-Britannique. Le shérif vérifia son arme avant d'approcher 3 hommes qui émergeaient du bâtiment principal de la scierie. La reconnaissance frappa Marcus comme un coup physique. Il connaissait ces visages des briefings de renseignement de la DEA. Victor Kozlov, soupçonné de faire passer de la drogue à travers les forêts frontalières. Chen Wei, lié à des opérations de trafic humain. Et Robert Bobby Tanner, un local qui avait été interrogé mais jamais inculpé dans plusieurs affaires de contrebande. Les 3 hommes qui semblaient toujours échapper au filet des forces de l'ordre, qui savaient toujours exactement quand et où éviter les patrouilles. Maintenant, Marcus comprenait pourquoi. Thompson salua les hommes avec une aisance familière, acceptant tape dans le dos et poignées de main comme de vieux amis. Kozlov sortit une épaisse enveloppe manille de sa veste que Thompson accepta sans hésitation. Le dos du shérif était tourné vers Marcus alors qu'il comptait le contenu, mais son langage corporel suggérait sa satisfaction avec le paiement. Marcus réussit à capturer plusieurs photos avec le zoom de son téléphone. Les preuves numériques, granuleuses, mais suffisamment claires pour identifier toutes les parties. Le vent changea, portant des fragments de conversation à travers la clairière. Marcus s'efforça d'entendre, captant des morceaux qui lui glacèrent le sang. Présence fédérale accrue depuis la découverte de la grotte, disait Thompson. Ils élargiront la grille de recherche d'ici quelques jours. Alors nous déplaçons tout ce soir, répondit Kozlov, son accent prononcé, mais compréhensible. L'entrepôt nord d'abord. Chen Wei gesticula avec colère. C'est trop rapide. Nous avons des produits en transit, des acheteurs qui attendent la livraison. Préfères-tu t'expliquer auprès des acheteurs ou des agents fédéraux ? Interrompit Thompson. Je m'occuperai du nettoyage au site nord, comme je l'ai fait il y a 8 ans. La référence désinvolte à il y a 8 ans, quand Helena avait disparu, glaça le sang de Marcus. Il se força à rester immobile, à continuer d'enregistrer malgré la rage qui montait dans sa poitrine. « Qu'en est-il des corps dans la grotte ?» demanda Tanner nerveusement. « S'ils identifient les 2 autres, ils ne le feront pas, dit fermement Thompson. Maria et sa fille ne sont dans aucune base de données qui compte, juste 2 illégales de plus qui ont disparu en traversant la frontière. Maria et sa fille. Marcus enregistra les noms, pensant aux 2 corps non identifiés dans la grotte, des victimes qui avaient maintenant des noms sinon justice. Thompson sortit son téléphone composant un numéro. « Ouais, c'est moi. Nous avons un problème. Le frère Rivera pose des questions.
Le nom de Marcus sur les lèvres du shérif donnait l'impression qu'une cible était peinte sur son dos. Il était trop intéressé par l'épreuve, demandant l'élargissement de la zone de recherche. « Combien penses-tu que le gars de la DEA sait vraiment sur ce qui est arrivé à sa sœur ?» La réponse était inaudible, mais les mots suivants de Thompson portaient au clairement. « Il pourrait être un problème qui nécessite d'être traité. Il séjourne au Cascade Ridge, chambre 12, je peux... » Kozlov saisit le bras de Thompson. « Plus d'agents fédéraux. Tu en as tué 2 et regarde où nous en sommes maintenant. »« Je nous ai gardés en sécurité pendant 8 ans, grogna Thompson. Si Rivera continue de creuser, il trouvera le site nord. Alors nous sommes tous finis. »« Alors nous le vidons ce soir ?» dit Chen Wei d'un ton décisif. « Tout, produits, équipements, registres. Brûler ce que nous ne pouvons pas déplacer. »« Et la marchandise ?» demanda Tanner. Marcus réalisa avec une horreur grandissante que marchandise signifiait des personnes, des victimes de trafic. « Déplacez-les par le corridor habituel, dit Thompson, je m'assurerai que les unités de patrouille sont ailleurs. Nous avons peut-être 6 heures avant que Rivera puisse mobiliser une véritable recherche. » La réunion commença à se disperser, les hommes se dirigeant vers leurs véhicules avec l'efficacité d'une opération bien rodée. Marcus se retira soigneusement à travers la forêt, l'esprit en ébullition. Il avait trouvé la conspiration, un shérif corrompu facilitant le trafic de drogue et d'êtres humains qui avait assassiné des agents fédéraux pour protéger l'opération. Mais maintenant, ils savaient qu'il était une menace et ils accéléraient leur calendrier. Le site Nord que Thompson avait mentionné, était-ce là qu'Helena avait été détenue ou elle aurait pu mourir? La référence au nettoyage, comme il y a 8 ans, suggérait que Thompson avait déjà éliminé des preuves auparavant, peut-être Helena elle-même. Marcus atteignit son véhicule et vérifia immédiatement la présence de surveillance ou de dispositifs de suivi. Une précaution qui semblait maintenant clairvoyante plutôt que paranoïaque. Ne trouvant rien, il démarra le moteur et conduisit prudemment vers la ville, utilisant un itinéraire différent de son approche. Son téléphone n'affichait aucun signal comme prévu dans ces zones reculées, l'empêchant d'appeler des renforts. L'horloge du tableau de bord indiquait 16h47. Thompson avait promis de le rencontrer avec un informateur à 17h, manifestement un piège maintenant. Le shérif s'attendrait à ce qu'il se présente, attendrait avec ses partenaires de contrebande pour éliminer un autre agent fédéral qui s'était trop approché de la vérité. Mais Marcus avait maintenant des preuves, photos, noms, lieux. Plus important encore, il connaissait l'entrepôt nord et l'évacuation prévue ce soir. Si des victimes de trafic y étaient des détenus, si des preuves sur le sort d'Helena existaient sur ce site, il n'avait que quelques heures pour agir. Le poids de son arme de service était rassurant contre ses côtes, mais Marcus savait qu'il était dépassé en armement et en nombre. Thompson avait l'avantage de connaître le terrain, d'avoir des alliés et d'opérer en dehors de la loi. Marcus n'avait que sa formation, sa détermination et l'espoir que quelque part dans cet entrepôt nord, il pourrait enfin trouver des réponses sur le sort de sa sœur. Les mains de Marcus tremblaient alors qu'il tâtonnait pour trouver son téléphone, assimilant encore ce dont il avait été témoin à la Syrie. L'agent David Chen répondit à la deuxième sonnerie, sa voix s'affirmant immédiatement au ton de Marcus. « David, j'ai besoin de renforts à ma position. Équipe tactique complète, priorité maximale. »« Marcus, quelle est ta situation ? Le shérif Wade Thompson est corrompu. J'ai des preuves photographiques de lui rencontrant des contrebandiers connus, acceptant des pots de vin. Ils ont mentionné Helena, David. Ils prévoient de vider un entrepôt ce soir, déplaçant des victimes de trafic. Bon sang, où es-tu exactement ? » Marcus énuméra ses coordonnées GPS, ajoutant « Je suis à environ 65 km au nord-est de Cascade Ridge, près de l'ancienne scierie Brackenridge. Thompson est toujours sur place avec 3 suspects, Victor Kozlov, Chen Wei et Robert Tanner. Je connais ces noms, nous les poursuivons depuis des années. » La voix de Chen portait le poids de la compréhension. « Je peux mobiliser une équipe, mais Marcus, tu es au milieu de nulle part. Il faudra au moins 1 heure pour te rejoindre, peut-être plus. 1 heure, le cœur de Marcus s'effondra. En 1 heure, des preuves pourraient être détruites, des victimes déplacées et toute trace du sort d'Helena effacée à jamais. C'est déjà poussé fort, je vais rassembler tous les effectifs disponibles, mais, Chen fit une pause, Marcus n'engage pas seul. Tu es en infériorité numérique et en sous-armement. À travers ses jumelles, Marcus observa Thompson se diriger urgemment vers son véhicule de patrouille. Tout le comportement du shérif avait changé. Disparu était la calme calculée de la réunion. Maintenant, il se déplaçait avec une panique à peine contrôlée, ouvrant brusquement un compartiment dissimulé derrière le siège arrière de sa voiture. « David, il est en mouvement. » Thompson sort des objets d'un compartiment caché. Marcus ajusta les jumelles, son souffle se coupant alors qu'il cataloguait ce que Thompson extrayait. Des piles de documents allaient dans un sac de sport, suivis de ce qui ressemblait à des liasses d'argent enveloppées de plastique. Puis vinrent les armes, un fusil à pompe tactique et ce qui semblait être un AR-15,
tous deux non standards pour un shérif de comté. Il a une stratégie de sortie préparée, rapporta Marcus. Documents, argent, armes lourdes, ce n'est pas spontané, il avait un sac d'évacuation prêt. Ce qui signifie qu'il a toujours su que ce jour pourrait arriver, dit Chen gravement. Marcus, recule, attends l'équipe. Mais même pendant que Chen parlait, le téléphone de Thompson sonna. À travers les jumelles, Marcus observa le visage du shérif se tordre de rage. Thompson gesticula sauvagement, criant quelque chose d'inaudible, puis claqua son téléphone contre le capot de la voiture de patrouille. Quelle que soit la nouvelle qu'il avait reçue, elle avait complètement brisé son sang-froid. Thompson jeta le sac de sport dans son véhicule et démarra en trombe, le gravier volant, alors qu'il accélérait sur une route forestière menant plus profondément dans la nature sauvage. « Il s'enfuit », dit Marcus, se dirigeant déjà vers sa Honda. « Direction nord sur une route de service, plus profondément dans la forêt. » Marcus, David, il a mentionné nettoyer un site nord, comme il l'a fait il y a 8 ans. Il sait où est Elena. C'est peut-être ma seule chance. Bon sang. La frustration de Chen se transmettait clairement par téléphone. Garde ton téléphone allumé, je suivrai ton GPS tant que tu auras du signal. L'équipe suivra ta piste. Marcus démarra la Honda, s'engageant sur la route de service à une distance qui garderait le nuage de poussière de Thompson visible sans révéler sa poursuite. Le shérif conduisait imprudemment, prenant les virages à des vitesses dangereuses, le châssis plus lourd de sa voiture de patrouille, oscillant dangereusement sur la surface en gravier. L'itinéraire semblait familier et Marcus réalisa pourquoi Thompson suivait les anciens sentiers de contrebande qu'il avait étudiés dans les dossiers, et des chemins qui prédataient les routes modernes et menaient à des passages frontaliers isolés. C'étaient les mêmes routes qu'Elena et Sarah avaient enquêtées 8 ans auparavant. Il se dirige vers les secteurs qu'il a marqués comme impraticables lors de la recherche initiale, rapporta Marcus à Chen. Les zones loin desquelles il nous a dirigés. C'est salaud, marmonna Chen. Tiens-moi au courant toutes les quelques minutes tant que tu as du signal. Mais à mesure qu'il grimpait au plus haut dans les montagnes, Marcus observa les barres de signal de son téléphone disparaître une par une. La forêt dense et le terrain montagneux créaient des zones mortes que la technologie moderne ne pouvait pas pénétrer. Il parvint à une dernière mise à jour avant de perdre complètement la connexion. « David, je suis sur la route forestière 347, direction nord vers la référence de grille. » Il énuméra les coordonnées qu'il avait mémorisées des anciennes cartes de recherche. Ce sont les zones que Thompson a déclarées comme ayant été minutieusement fouillées. Si tu me perds, commence ici. Marcus, la voix de Chen grésilla et mourut alors que le signal disparaissait. Maintenant vraiment seul, Marcus continua sa poursuite alors que le soleil descendait plus bas, peignant la forêt de profonds oranges et d'ombres. La conduite de Thompson était devenue encore plus erratique, sa voiture de patrouille faisant des zigzags sur le gravier meuble, des branches raclant ses côtés alors qu'il restait à peine sur l'étroite route. Après 15 minutes supplémentaires à serpenter à travers une forêt de plus en plus dense, les feux de freinage de Thompson s'allumèrent devant. Marcus éteignit immédiatement ses phares, s'arrêtant derrière un épais bouquet de pins. Il prit sa lampe tactique et des chargeurs supplémentaires, vérifiant son arme de service une fois de plus avant de sortir du véhicule. La forêt semblait vivante de petits sons, le vent à travers les aiguilles de pin, des appels d'oiseaux distants, le craquement du métal refroidissant du moteur de Thompson. Marcus se déplaçait prudemment à travers les sous-bois, utilisant les compétences affinées lors de sa formation tactique à la DEA pour rester silencieux sur le sol forestier. Les arbres s'ouvrirent sur une petite clairière, à peine visible dans le crépuscule qui s'estompait. La voiture de patrouille de Thompson était garée de travers, portière du conducteur ouverte, la lumière intérieure créant une petite flaque d'illumination. Le shérif lui-même se tenait à 6 mètres de là, devant une parcelle de terrain qui semblait différente du sol forestier environnant. La terre était légèrement déprimée, la végétation plus jeune et plus clairsemée que la croissance établie autour. Thompson avait récupéré une pelle dans son coffre et creusait frénétiquement, jetant de la terre de côté avec une énergie désespérée. Sa voix portait dans l'air immobile un flot de marmonnements paniqués. « J'aurais dû la déplacer il y a des années. Je savais que ça arriverait. Je ne peux pas les laisser trouver ce site. Preuves encore ici. Stupide de la garder si proche. » Marcus sentit son cœur se serrer. Elle, Thompson creusait la tombe d'Elena. Dégainant son Glock, Marcus s'avança dans la clairière. « Posez la pelle, Thompson, main où je peux les voir. » Le shérif se retourna, sa main se dirigeant vers son arme holstérée. Marcus avait déjà anticipé le mouvement, son arme braquée au centre de masse. « Ne faites pas ça, » avertit Marcus. « C'est fini, Wade. Posez la pelle et éloignez-vous de la tombe. » Le visage de Thompson était strié de sueur et de terre, ses yeux hagards dans la lumière mourante. Mais au lieu d'obtempérer, il rit, un son brisé qui ne contenait aucun humour. « La tombe ? Tu penses que c'est sa tombe ?» Thompson secoua la tête. « Bon sang, Rivera, tu ne comprends vraiment pas dans quoi ta sœur est tombée. Alors explique-moi. » Marcus gardait son arme stable malgré le tremblement dans sa voix. « Dis-moi ce qui est arrivé à Elena. »
Thompson laissa tomber la pelle, mais garda sa main près de son arme. Elle était censée faire une surveillance de routine, juste un agent fédéral de plus vérifiant les routes de contrebande et remplissant des rapports que personne ne lirait. Mais Helena, elle était trop douée pour son travail, trop persistante. Continue, Marcus pouvait sentir le poids du moment, sachant qu'il était finalement sur le point d'apprendre la vérité. Elle a trouvé le point de transfert par accident. Nous déplacions une cargaison, drogues et filles, le convoi habituel. Sarah Collins a immédiatement essayé de le signaler, a pris sa radio. La voix de Thompson devint froide. Kozlov l'a abattue avant qu'elle ne puisse dire un mot. Un tir net à la tête, elle est morte instantanément. Et Helena ? Helena était plus intelligente. Elle a essayé de se replier, de retourner à leur véhicule. Mais nous ne pouvions pas la laisser partir, pas après ce qu'elle avait vu. L'opération était trop précieuse. Des millions en drogue, des dizaines de filles déplacées par notre corridor chaque année. Thompson essuya la sueur de son front avec une main sale. Les patrons la voulaient vivante. Ils avaient besoin de savoir ce que la DEA savait. Qui d'autre enquêtait? Combien de temps nous avions avant que d'autres agents n'arrivent? La prise de Marcus sur son arme se resserra. « Vous l'avez torturé ?» Pendant 2 mois, l'aveu de Thompson sortit platement, comme un fait. Gardé dans un conteneur d'expédition que nous avions converti en cellule pour la marchandise difficile. Les patrons ont fait venir un spécialiste, quelqu'un qui savait comment briser les gens sans les tuer. Mais ta sœur? Il secoua la tête avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Helena était plus coriace que quiconque ne l'avait prévu. « Raconte-moi tout !» La voix de Marcus se brisa. Elle mérite que son histoire soit racontée. Thompson jeta un coup d'œil au trou qu'il avait creusé, puis revint à Marcus. Elle s'est échappée 2 fois. La première fois, elle a parcouru presque 1,5 kilomètre à travers la forêt avant que les chiens ne la rattrapent. Elle a laissé des marques sur les arbres, essayé de créer une piste. Nous avons dû déplacer toute l'opération après ça. Ne pouvions pas risquer que ces marques y soient trouvées. La main du shérif se rapprocha de son arme tandis qu'il continuait. La deuxième fois, elle a réellement réussi à cacher des preuves. Des photos, des documents qu'elle avait volés, un morceau ensanglanté de sa chemise avec une note. Elle a tout enterré dans une cage qu'elle a marquée. C'est ce que je déterre, pas son corps, mais son dernier pied de nez à notre rencontre. Si les fédéraux élargissent leur grille de recherche, ils la trouveront éventuellement. Où est-elle, Thompson? Où est le corps d'Helena? Tu veux savoir comment elle est morte? Le désespoir de Thompson se transforma en cruauté. Quand elle a finalement craqué, après des semaines d'interrogatoire, tu sais quelle information elle nous a donné? Des numéros de badge d'il y a 5 ans. Des fréquences radio obsolètes, des programmes de patrouille qui avaient changé 3 fois depuis sa capture. Elle nous a manipulés, nous a donné des renseignements sans valeur pour gagner du temps, espérant que quelqu'un la trouverait. Marcus entendit des moteurs au loin, encore faibles mais se rapprochant. Thompson les entendit aussi, sa panique revenant. Nous avons réalisé qu'elle ne nous donnerait jamais rien d'utile. Le spécialiste voulait la vendre, disait qu'elle rapporterait bon prix sur certains marchés. Une agente fédérale comme trophée, mais elle avait vu trop de visages, savait trop de choses, alors je m'en suis occupé moi-même. La voix de Thompson baissa. Un tir derrière la tête. Comme sa partenaire, elle est morte courageusement, si ça compte, n'a jamais supplié, n'a jamais cessé de se battre. « Où est son corps ?» exigea Marcus, sa vision se brouillant de larmes qu'il ne pouvait pas encore se permettre de verser. Thompson sourit froidement. « À ton avis ? Nous avions un crématorium pour les problèmes comme elle. Pas de corps, pas de preuves, pas de clôture pour les familles qui posaient trop de questions. Ta sœur est morte, Rivera, depuis 8 ans. » Le bruit des véhicules approchant devenait plus fort. La main de Thompson se dirigea vers son arme, utilisant le moment de chagrin de Marcus comme distraction. Mais la forêt autour d'eux s'anima soudainement de mouvement. 2 hommes émergèrent des arbres, Marcus les reconnut de la Syrie, armés de fusils et se déplaçant pour le prendre en tenaille. « Baisse ton arme, Fed !» commanda l'un d'eux. Marcus essaya de pivoter son Glock vers la nouvelle menace, mais une crosse de fusil l'atteignit à la tempe. Des étoiles explosèrent dans sa vision alors qu'il tombait à genoux. Son arme fut écartée d'un coup de pied tandis que des mains le fouillaient brutalement, prenant son téléphone, son portefeuille et son chargeur de secours. À travers sa vision floue, Marcus vit Thompson se tenir au-dessus de lui, son arme de service dégainée. « Tu aurais dû laisser tomber, Rivera. Tu aurais pu vivre avec l'incertitude. Maintenant, tu vas mourir exactement comme ta sœur, en te battant pour rien, ne sauvant personne. » L'obscurité qui montait à sa rencontre semblait presque miséricordieuse comparée au poids des révélations de Thompson. Helena avait souffert pendant 2 mois, s'était battue, avait planifié et tenté de laisser des preuves. Était morte seule, incinérée jusqu'aux cendres, effacée du monde sauf dans les souvenirs de ses tueurs. Alors que la conscience s'estompait, Marcus entendit Thompson organiser les hommes, se préparant à le déplacer ailleurs pour l'éliminer. Mais il entendit aussi autre chose, des moteurs devenant plus forts, plus proches que Thompson ne le réalisait.
L'équipe de Chen, suivant sa piste, courant contre la montre tout comme Marcus l'avait fait. La dernière chose qu'il enregistra, avant que l'obscurité ne le réclame, fut le juron de reconnaissance de Thompson, le shérif comprenant finalement que Marcus n'était pas venu seul après tout. La conscience revint par vagues, chacune apportant une nouvelle douleur du coup de crosse à la tempe de Marcus. Le monde tanguait et rebondissait, accompagné du grondement d'un moteur et de l'odeur d'huile de moteur et de sueur de peur. Il était à l'arrière d'une camionnette, les mains attachées dans le dos avec des serre-câbles, l'épaule pressée contre le plancher métallique froid qui vibrait à chaque nid de poule. À travers sa vision qui s'éclaircissait, Marcus pouvait distinguer deux autres silhouettes, les hommes qu'il avait de piéger dans la clairière. Ils étaient assis sur les passages de roues, fusils sur les genoux, discutant de logistique dans un mélange d'anglais et de russe. Malgré la douleur lancinante dans son crâne, Marcus se força à se concentrer, à observer, à se souvenir. Sa formation à la DEA prit le dessus même à travers la douleur. Mémoriser tout, survivre maintenant, témoigner plus tard. La camionnette prit un virage serré à gauche et à travers le pare-brise, Marcus aperçut un château d'eau rouillé. Ses lettres décolorées indiquant « Cascade Lumber Co ». Un autre virage révéla un pont sur un ruisseau, la vieille structure en bois gémissant sous le poids de la camionnette. 20 minutes d'observation attentive lui donnèrent une carte mentale de points de repère. Une station-service incendiée, une formation rocheuse distinctive, une antenne relais sur une crête lointaine. Des miettes de pain qui pourraient guider les sauveteurs jusqu'à lui en supposant qu'ils vivent assez longtemps pour les partager. Le complexe d'entrepôt se matérialisa depuis la forêt comme un cancer de tôle ondulée et de béton brisé. Ce qui avait été autrefois une installation prospère de traitement du bois servait maintenant un objectif plus sombre. Des traces fraîches de pneus croisaient les plus anciennes dans la terre. Des caméras de sécurité sur de nouveaux poteaux couvraient chaque approche. Les fenêtres étaient peintes en noir de l'intérieur et Marcus remarqua des unités de climatisation. Inhabituelles pour un bâtiment abandonné mais nécessaires pour stocker certaines drogues et empêcher la cargaison humaine de suffoquer. Ils le traînèrent hors de la camionnette, ses jambes instables à cause de la blessure à la tête. La porte principale de l'entrepôt s'ouvrit pour révéler une scène digne des pires cauchemars de Marcus. La puanteur âcre le frappa d'abord, déchets humains, corps non lavés, sueur de peur et quelque chose de chimique en dessous. L'éclairage industriel illuminait un espace divisé par des clôtures à mailles en cellules improvisées. Chaque cage contenait plusieurs victimes, principalement des jeunes femmes et des adolescentes, certaines à peine plus âgées que des enfants. Elles se blottissaient ensemble sur de minces matelas, beaucoup montrant des ecchymoses, des vêtements déchirés, le regard vide de celle qui avait appris que crier n'apportait que punition. « Madre de Dios » murmura une fille, se pressant contre la clôture alors qu'il traînait la Marcus devant d'elle. D'autres reculèrent, conditionnés à craindre toute nouvelle arrivée comme un client potentiel ou un tourmenteur. Le long du mur du fond, Marcus compta au moins 50 kilos de ce qui ressemblait à de l'héroïne dans des emballages sous vide, plus des boîtes marquées de symboles pharmaceutiques qui contenaient probablement du fentanyl. Une station sophistiquée d'emballage de drogue occupait un coin, complète avec des presses industrielles et des balances. Ce n'était pas seulement de la traite des êtres humains, c'était une entreprise criminelle à spectre complet où les êtres humains n'étaient qu'une autre marchandise à acheter, vendre et jeter. Thompson était déjà là, engagé dans une discussion animée avec un homme que Marcus reconnut comme Viktor Kozlov. Le Russe gesticula avec colère vers Marcus, son anglais accentué portant à travers l'entrepôt. « C'est de la folie, Thompson. Un agent fédéral? Tu amènes un agent fédéral ici ?» « Nous n'avions pas le choix, » répliqua Thompson. Il était au site d'enfouissement. Il connaît Elena Rivera toute l'opération. Alors nous le tuons maintenant, corps jeté au-delà de la frontière. Laissons les Canadiens s'en occuper. Attendez. Une nouvelle voix interrompit, Chen Wei émergea d'une zone de bureau, son expression calculatrice. D'abord, nous découvrons ce qu'il sait, à qui il l'a dit. Si une équipe de la DEA arrive, nous devons savoir combien de temps nous avons. Marcus fut poussé dans une salle de stockage renforcée, à peine plus qu'un placard avec une lourde porte. Son téléphone, son arme, son badge et son portefeuille furent arrachés, jetés négligemment sur un bureau à l'extérieur. Il laissèrent ses mains attachées, apparemment confiant que la porte et le garde seraient insuffisants. À travers la petite fenêtre de la porte, Marcus pouvait les voir se disputer. Thompson voulait l'exécuter immédiatement et fuir. Kozlov s'inquiétait de leur marchandise. Déplacer des dizaines de victimes à travers la frontière prendrait des heures. Chen Wei semblait concentré sur l'extraction d'informations, mentionnant quelque chose à propos d'interrogatoires améliorés qui glaça le sang de Marcus.
Le garde qu'ils avaient reposté dehors semblait à peine avoir 20 ans, la sueur nerveuse perlant sur son front alors qu'il serrait une copie d'AK-47. Marcus l'observa à travers la fenêtre, notant comment il vérifiait constamment son téléphone, comment son attention dérivait vers l'activité dans l'entrepôt principal où d'autres préparaient tôt des véhicules et des victimes pour le transport. Le temps était critique. L'équipe de Chen atteindrait le site d'enfouissement, trouverait la voiture abandonnée de Thompson et des signes de lutte, mais sans coordonnées GPS, il devrait en chercher des dizaines d'emplacements possibles. Le jeune garde s'éloigna, appelé pour aider à charger des victimes dans un camion de transport. C'était la chance de Marcus. La salle de stockage avait des étagères métalliques et Marcus trouva ce dont il avait besoin, un support avec un bord tranchant où la peinture s'était écaillée. Il frotta ses serre-câbles contre celui-ci, sentant le plastique s'enfoncer dans ses poignets, le sang rendant ses mains glissantes. La douleur était atroce mais nécessaire. Après 5 minutes de sciage, les liens se rompirent finalement. Marcus scanna rapidement la pièce à la recherche d'armes, mais ne trouva que des produits de nettoyage et de vieux papiers. Par la fenêtre, il pouvait voir la veste du garde accrochée à une chaise, son téléphone visible dans la poche. L'entrepôt principal fourmillait d'activité alors que les trafiquants se préparaient à l'évacuation. Leur attention concentrée sur la logistique plutôt que sur leurs prisonniers. Se déplaçant silencieusement, Marcus entr'ouvrit la porte. La veste était à 1 mètre. Il saisit le téléphone, l'alluma et composa le numéro de Chen de mémoire. Une sonnerie. 2. Le garde revenait parlant à un autre trafiquant. Chen, répondit la voix familière. Entrepôt, victime de trafic, GPS sur ce téléphone. Chuchota urgemment Marcus, entendant des pas approcher. Otages multiples, armes lourdes. Le garde tourna le coin, ses yeux s'écarquillant de choc en voyant Marcus libre avec son téléphone. L'entraînement prit le dessus, Marcus saisit un tuyau métallique de l'étagère et frappa fort, atteignant le jeune homme à la tempe. Le garde s'effondra, son arme claquant sur le béton. Marcus attrapa l'AK-47, vérifiant le chargeur plein sécurité désactivé. Heure d'amateur, il pouvait entendre des cris depuis l'entrepôt principal. Quelqu'un appelant le garde. Par la porte, il pouvait voir les trafiquants poussant des victimes vers des véhicules de transport, préparant l'exécution de leur plan d'évacuation. Les mathématiques, elles étaient à des brutales. Un agent fédéral avec une arme empruntée contre au moins 6 trafiquants armés avec des dizaines de vies innocentes en jeu. Mais Marcus entendait aussi autre chose, distant mais se rapprochant, des moteurs. Plusieurs véhicules approchant rapidement sans sirène. L'équipe tactique de Chen opérant dans l'obscurité et le silence. Un trafiquant apparut dans l'embrasure de la porte atteignant son arme de poing. Marcus tira une rafale contrôlée, l'abattant avant de se replier à couvert. L'entrepôt explosa en cris et mouvements. « Agent fédéral !» cria Marcus. « Déposez vos armes !» La réponse fut un tir d'armes automatique qui déchiqueta le cadre de la porte au-dessus de sa tête. Mais son annonce avait eu l'effet escompté, la panique. Certains trafiquants coururent vers les sorties, d'autres prirent des positions défensives et surtout, ils arrêtèrent de charger les victimes dans les véhicules. Marcus se déplaça vers les cages, restant bas. Une adolescente, peut-être 16 ans, était pressée contre la clôture à mailles, des larmes ruisselant sur son visage. « Por favor, ayúdanos » supplia-t-elle. « Restez baissés » ordonna Marcus en espagnol. « De l'aide arrive, tout le monde au sol, loin des murs. » La voix de Thompson résonna à travers l'entrepôt. « Rivera, tu viens de signer leur arrêt de mort. Nous tuerons chaque témoin avant l'arrivée de tes renforts. » Marcus vit Kozlov se diriger vers les cages, avec son fusil levé, prêt à exécuter les témoins. Sans hésitation, Marcus sortit de sa couverture, tirant en se déplaçant. Sa rafale atteignit Kozlov à l'épaule, le faisant tournoyer. Des tirs de riposte forcèrent Marcus derrière un pilier en béton, des éclats de ciment piquant son visage. La porte principale de l'entrepôt explosa vers l'intérieur. « DEA, agents fédéraux !» Exclamation marque. L'équipe tactique se déversa, armes braquées, se déplaçant avec une précision exercée. Les trafiquants, pris entre Marcus et l'équipe, firent des choix désespérés. Certains se rendirent immédiatement, déposant leurs armes et levant les mains, d'autres choisirent de se battre. L'air se remplit de cordites et de tonnerre. Marcus resta bas, essayant de couvrir la zone des victimes. Il vit Chen Wei tentant de prendre l'équipe tactique de flanc et tira, le forçant à reculer. Puis une douleur brûlante traversa le bras gauche de Marcus. Une balle l'ayant traversé qui le fit tournoyer sur le côté. À travers le chaos, il vit un trafiquant levant son arme vers les cages, vers une jeune fille qui ne pouvait pas avoir plus de 14 ans. Sans réfléchir, Marcus se jeta en avant, la protégeant de son corps alors que l'arme tirait. Il sentit l'impact dans son gilet, contusionnant ses côtes mais arrêtant la pénétration. Zone dégagée, suspect à terre, médic. Les appels de l'équipe tactique indiquaient que le combat se terminait. Marcus resta positionné au-dessus de la fille jusqu'à ce qu'il entende la voix de Chen directement au-dessus de lui. « Bon sang, Marcus, tu es touché ?»« Les victimes ?» haleta Marcus,
roulant sur le côté. Vérifiez d'abord les victimes. La fille qui l'avait protégé sanglotait, serrant sa main valide avec les siennes, murmurant « Gracias encore et encore ». Autour d'eux, des agents fédéraux coupèrent les cadenas, ouvrirent les cages, appelant des soutiens médicaux supplémentaires. L'entrepôt, qui avait été une chambre d'horreur, se transformait en opération de sauvetage. Thompson était au sol menotté, le sang suintant d'une blessure à la jambe. Kozlov était inconscient, traité par des médecins. Chen Wei n'avait pas survécu à la fusillade. Au total, 3 trafiquants étaient morts, 4 en détention. Plus important encore, Marcus compta 32 victimes conduites en sécurité, 32 vies qui continueraient parce que l'enquête d'Elena, même dans la mort, avait finalement porté ses fruits. Alors qu'un médecin s'occupait de son bras, Marcus observait les victimes enveloppées dans des couvertures, recevant de l'eau, traitées avec la dignité qui leur avait été refusée. Certaines regardaient autour d'elles avec incrédulité, incapables de traiter le fait que leur cauchemar se terminait. D'autres pleuraient de soulagement ou restaient assises dans un silence choqué. « Ce n'est qu'un site, dit Thompson d'où il gisait, sa voix amère. Vous n'avez aucune idée de la profondeur de tout ceci, combien plus. Alors vous feriez mieux de commencer à parler, interrompit Chen, se tenant au-dessus de lui, parce que votre seule chance d'éviter une condamnation à mort est une coopération totale. Marcus ferma les yeux, laissant le médecin travailler. Ils avaient sauvé ses victimes, arrêté cette opération, mais Elena était toujours partie. Pourtant, il pouvait presque entendre la voix de sa sœur dans l'entrepôt, voir sa détermination féroce dans les yeux survivants de la fille secourue. Elle aurait été fière de ce moment, même si elle ne pouvait pas le partager. L'entrepôt ressemblait à un centre de triage de champs de bataille, des ambulanciers se déplaçant entre les victimes avec une efficacité exercée tandis que des agents fédéraux traitèrent la scène. Marcus était assis sur le haillon d'une ambulance, grimaçant alors qu'un médecin nettoyait et bandait sa blessure au bras. La balle avait traversé proprement le triceps, douloureux mais pas handicapant. Autour de lui, les victimes secourues étaient soignées, interrogées, réconfortées. Certaines seraient réunies avec des familles qui avaient abandonné tout espoir. D'autres n'avaient personne vers qui retourner, leur vie à jamais altérée par l'horreur qu'elles avaient endurée. « Monsieur, nous devons vraiment vous transporter pour un traitement approprié », insista l'ambulancier, préparant une perfusion. « Vous avez perdu du sang, possible commotion cérébrale due au traumatisme crânien ?» Non. La voix de Marcus sortit brute, brisée. « Pas encore !» Chen s'approcha, la compréhension inscrite sur son visage. Il avait coordonné suffisamment d'opérations pour reconnaître quand un agent avait besoin de clôture plus que de soins médicaux. L'équipe médico-légale se mobilise pour retourner au site d'enfouissement. Dr Lindstrom était déjà en route avec un radar à pénétration de sol. Thompson a dit qu'elle n'y était pas, qu'il l'avait incinérée. Les mots avaient un goût de cendre dans la bouche de Marcus. Thompson dit beaucoup de choses, répondit doucement Chen. Mais il creusait pour quelque chose, découvrons quoi. L'ambulancier regarda entre eux, frustration évidente. Chen négocia un compromis. Des médecins de terrain les accompagneraient, Marcus accepterait un traitement de base pendant le transport, et il se soumettrait à un examen complet après l'enquête sur le site. Ce n'était pas idéal, mais c'était mieux que de regarder Marcus essayer de conduire lui-même avec un bras fonctionnel et une commotion cérébrale. Le convoi se déplaça à travers l'obscurité. Véhicules tactiques, fourgons médico-légaux, ambulances transportant les victimes les plus traumatisées vers des hôpitaux. Thompson roulait dans un transport blindé, sa blessure à la jambe traitée, ses droits lus, sa carrière et sa liberté définitivement terminée. 2 autres trafiquants survivants étaient séparés dans différents véhicules pour empêcher la coordination des récits. Marcus roulait avec Chen, un médecin surveillant ses signes vitaux tandis qu'il regardait la forêt sombre. Chaque kilomètre les rapprochait des réponses qu'il désirait et redoutait à la fois. La clairière semblait différente sous l'illumination dure des projecteurs portables. La voiture de patrouille de Thompson restait là où il l'avait abandonnée, le trou à moitié creusé, une plaie sombre dans la terre. Dr Lindstrom dirigeait déjà la mise en place de l'équipement, son équipe se déplaçant avec une précision soignée. « Agent Rivera, vous devriez être à l'hôpital. »« Après, dit simplement Marcus. « S'il vous plaît ?» Elle acquiesça, comprenant le poids du moment. Nous détectons des objets métalliques à environ 1,20 m de profondeur, cohérents avec de l'équipement tactique. Le schéma de perturbation du sol suggère un enfouissement il y a environ 8 ans. Pas incinérée, pas détruite, Thompson avait menti sur ce dernier détail, peut-être la seule miséricorde dans une nuit de révélation. Marcus regarda, soutenu par Chen, alors que l'équipe médico-légale commençait une excavation soigneuse. Couche par couche, la terre livra ses secrets. La première découverte fut un gilet tactique, les lettres DEA encore visibles malgré les années sous terre. Puis, avec un soin infini, les restes de l'agent spécial Elena Rivera furent révélés à l'air nocturne. Marcus tomba à genoux à côté de la tombe, son bras blessé oublié, les larmes coulant librement alors qu'il regardait ce qui restait de sa sœur.
Elena, murmura-t-il, tendant sa main valide, mais ne touchant pas tout à fait. Je suis désolé que ça ait pris si longtemps. Je suis tellement désolé. Dr Lindstrom s'accroupit à côté de lui, son comportement professionnel adouci par la compassion. Les preuves squelettiques confirment une captivité prolongée. Fracture guérie cohérente avec la torture, blessure défensive sur les mains. Mais Marcus, regardez ici. Elle indiqua des marques sur les côtes. Blessure par balle unique à l'arrière de la tête, ça aurait été instantané. Une petite miséricorde dans un océan de cruauté. Quand ils avaient finalement décidé de la tuer, au moins, ça avait été rapide. Le téléphone de Chen vibra. Thompson parle, dit qu'il veut conclure un accord. Pas d'accord, dit sèchement Marcus. Il offre les emplacements d'autres sites d'enfouissement. Des noms de fonctionnaires corrompus, le réseau complet. Le procureur prendra cette décision, pas nous. Chen fit une pause, mais Marcus, il explique aussi à propos d'Elena, à propos de ce qu'elle a caché. L'excavation continua et sous les restes d'Elena, ils trouvèrent ce que Thompson avait désespérément voulu récupérer. Un paquet enveloppé de plastique préservé contre les éléments. À l'intérieur se trouvèrent des photographies de l'opération de trafic, des documents volés du bureau de Thompson et un morceau de tissu taché de sang avec l'écriture d'Elena. Elena Rivera, agent spécial DEA, badge numéro 3, 1847. Prise vivante le 15 octobre, Sarah Collins assassinée sur place, shérif Wade Thompson impliqué, opération de trafic entrepôt à 5 km au nord du moulin Brackenridge. Il déplace des personnes et de la drogue. S'il vous plaît, dites à Marcus que je me suis battu, dites-lui que je ne leur ai jamais rien donné de réel, dites-lui que je suis désolé. Marcus serra la note, les derniers mots de sa sœur brisant quelque chose en lui. Elle s'était excusée. Après avoir enduré 2 mois de torture, maintenu la sécurité opérationnelle, rassemblé des preuves, même en captivité, elle s'était excusée. Comme si elle avait échoué d'une manière ou d'une autre, comme si son courage extraordinaire n'était pas suffisant. Elle les a sauvés, dit Marcus, regardant la note, puis les lumières des ambulances transportant les victimes en sécurité. 32 personnes sont vivantes ce soir parce qu'elle n'a jamais abandonné. La confession complète de Thompson vint au cours des heures suivantes, livrée depuis son lit d'hôpital dans le cadre d'une tentative désespérée d'éviter la peine de mort. Le réseau de trafic avait fonctionné pendant plus d'une décennie, déplaçant des drogues vers le sud et des personnes vers le nord, utilisant des renseignements des forces de l'ordre pour éviter la détection. Thompson avait été recruté tôt, ses dettes de jeu le rendant vulnérable à la corruption. Elena Rivera n'était jamais censée être là, admit Thompson aux procureurs fédéraux. Elle avait dévié de son itinéraire de patrouille assigné, suivant une intuition, trouvé notre site de transfert par accident. Collins a immédiatement pris sa radio, Kozlov n'a pas hésité. Mais Rivera, elle a essayé de se replier, de désamorcer, professionnelle jusqu'à la fin. L'interrogatoire révéla l'ampleur complète. 2 autres fonctionnaires corrompus dans la patrouille frontalière, un réseau de planques, des routes qui changeaient en fonction des schémas d'application de la loi que Thompson fournissait. Les 2 corps non identifiés dans la grotte furent confirmés comme étant Maria Gonzalez et sa fille de 9 ans Anna, qui étaient mortes de surdose intentionnelle quand elles avaient tenté de s'échapper pendant le transport. « Nous avons jeté le camion il y a 6 mois, expliqua Thompson. La cachette originale était en développement, les équipes de construction s'approchèrent trop. On a pensé que la grotte le garderait jusqu'à ce qu'on puisse le détruire correctement. 5 sites d'enfouissement supplémentaires furent révélés, chacun contenant des victimes qui avaient résisté ou étaient devenues des responsabilités. Des familles qui avaient attendu des années pour des nouvelles auraient finalement des réponses, des corps à enterrer, une certaine mesure de clôture. Alors que l'aube se levait sur la forêt, les restes d'Elena furent soigneusement retirés pour un enterrement approprié. Marcus monta la garde tout au long, parlant doucement à sa sœur, la mettant au courant sur leurs parents, sur les vies qu'elle avait sauvées, sur la façon dont son sacrifice avait un sens. Les médecins vérifiaient périodiquement ces signes vitaux, préoccupés par le choc et la perte de sang, mais comprenaient que cette veillée était aussi nécessaire que tout traitement médical. « Tu es prêt ?» demanda doucement Chen, alors que la camionnette du médecin légiste se préparait à partir. Marcus jeta un dernier regard à la clairière où sa sœur avait été cachée pendant 8 ans. Où elle avait utilisé ses derniers moments de contrôle pour cacher des preuves qui détruiraient finalement ses tueurs. Où Thompson avait pensé que l'obscurité et la terre pourraient enterrer la vérité à jamais. « Elle s'est battue, dit Marcus, la note d'Elena soigneusement pliée dans sa poche. Même à la fin, même quand elle savait qu'elle allait mourir, elle s'est battue pour laisser quelque chose derrière elle, pour sauver d'autres. Il accepta finalement les soins des ambulanciers, les laissant le guider vers une ambulance. Alors qu'il conduisait vers l'hôpital, Marcus regarda le soleil se lever sur la forêt de Washington, peignant les arbres d'or et d'ombre. Quelque part derrière eux, des rubans délimitant des scènes de crime marquaient des lieux d'horreur. Devant, 32 survivants commençaient leur voyage de retour vers des vies interrompues. Elena était partie
parti depuis 8 ans. Mais sa détermination à protéger et servir avait survécu à son corps, avait attendu enterré dans la saleté et l'obscurité jusqu'à ce que son petit frère puisse terminer ce qu'elle avait commencé. Thompson mourait en prison. Le réseau de trafic était brisé. Des vies étaient sauvées. Ce n'était pas la justice. Rien ne pourrait l'être après ce qu'Elena avait enduré. Mais c'était une résolution. C'était la vérité finalement, traînée à la lumière. C'était le mieux que Marcus pouvait faire avec le temps qui lui avait été donné et que sa sœur n'avait pas eu.